Salut à tous. Alors pour ce genre de vidéo, je ne vais pas faire d'introduction puisque ça me semble compliqué de mettre une introduction dans ce genre de vidéo. Je voulais vous parler depuis un petit moment de mon expérience du deuil d'un bébé. Voilà, donc là ça va faire un an que ça s'est passé, donc je vais vous expliquer un petit peu tout et comment ça s'est passé, etc. Mon expérience. Non pas pour m'exposer entre guillemets, mais pour pouvoir peut-être aider des personnes qui sont passées par là, euh, de s'en sortir, de se sortir de ce cauchemar, de faire le deuil correctement, de voilà, vous raconter simplement mon expérience parce que quand ça m'est arrivé, j'aurais peut-être aimé avoir ce genre de vidéo pour pouvoir vraiment faire mon deuil entre guillemets, même si le deuil n'est jamais complet, n'est jamais facile. Voilà, c'est très, très compliqué. Donc je vais commencer. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, j'ai 36 ans. Une vie déjà bien chargée, beaucoup d'expériences, bonnes, mauvaises. J'ai vécu dans une très très bonne famille, très soudée. Voilà, une enfance rêvée, une enfance parfaite, une enfance heureuse. Et c'est plus dans ma vie de jeune femme où il y a eu des petites expériences, des mauvaises fréquentations, etc. Donc voilà, mais une vie de jeune femme épanouie malgré quelques expériences que je raconterai peut-être plus tard aussi. Voilà, donc j'ai trois enfants, 4 ans, 7 ans et 11 ans. Déjà, ça passe très vite. Je suis quelqu'un de très maternel, j'adore voilà, la maternité, ça m'épanouit totalement. Être enceinte, ça m'épanouit. J'ai fait une vidéo donc sur mes grossesses, etc., mes accouchements. L'envie d'un quatrième était très 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 fort malgré les soucis de santé. Limite, j'aime tellement la maternité que j'étais prête à me mettre en danger pour, euh, pour pouvoir assouvir ce besoin ultime, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que c'est un sujet assez tabou. En tout cas, tant qu'on n'a pas vécu le deuil, on ne peut pas se rendre compte de la douleur que ça fait. On peut juste imaginer parce qu'autour de moi, j'avais des mamans, familles, amis qui ont vécu des fausses couches, etc. Et je la ressentais tellement fort, ça me rendait malade. Enfin, c'était vraiment déjà très très fort. Et je pouvais qu'imaginer leur douleur, mais en tout cas, je l'imaginais assez fortement pour pouvoir la ressentir, etc. Jusqu'au jour où tout bascule dans sa propre vie. Donc voilà, j'ai trois accouchements quand même voilà, qui se sont plus ou moins bien passés. J'ai eu trois belles grossesses avec quelques petits inconvénients, mais bon voilà, c'est le jeu hein, des accouchements. Ce que vous voyez, c'est mes petites notes parce que je vais tout vous expliquer, les étapes, etc. de notre aventure dramatique. J'espère que ça pourra aider des mamans qui sont passées par là ou qui sont en train de passer par là. Et voilà. Donc le 16 avril 2020, j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. Bien évidemment, à ma plus grande joie, je ne voyais pas du tout le malheur, le négatif, Voilà, j'avais 35 ans, mais franchement, je me sentais super bien. Même si des fois, comme les envies d'uriner pendant la nuit sont venues assez vite, et je me suis dit, oh là là, c'est parti pour 9 mois, mais j'étais tellement heureuse que, voilà, comme d'habitude, je ne me plaignais pas forcément des contraintes d'une grossesse, entre guillemets. Donc voilà, hyper heureuse. Je ne sais plus trop comment je l'ai annoncé à mon mari, ça j'y ai pas trop pensé. Euh, je ne sais plus. Donc voilà, je l'annonce à mon mari, bon, super content, bien sûr. On a attendu un petit peu pour les enfants parce qu'au vu de mon âge, etc., je me dis peut-être que voilà, il peut y avoir quand même des risques. Donc j'ai attendu que ça se voit aussi pour l'annoncer à mes enfants. Le 23 mai 2020, donc presque un mois après, je fais une prise de sang. Le bêta-HCG était à 4488, ce qui correspond à peu près à un mois de grossesse. Donc voilà, l'échographie de datation le 28 mai.
Donc on voit bien l'œuf, la poche. Le 29 mai, je fais une échographie de mon abdominal parce qu'en fait, ceux qui le savent, qui ont vu mes vidéos, savent que j'ai fait une abdominoplastie et mon chirurgien m'avait bien dit pas de grossesse après cette opération. Point de vue esthétique, ce sera pas terrible. Mais alors à l'époque où je l'ai fait, j'ai fait l'opération, j'avais une grosse hernie ombilicale, j'avais un diastasis de 10 cm, donc la paroi abdominale qui s'écartait de 10 cm, donc il a fallu les rapprocher, les resserrer. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai fait une écho parce que comme j'avais certaines douleurs, etc., si vous regardez bien ma vidéo, je voulais vérifier qu'il n'y avait rien d'anormal pour poursuivre une grossesse tranquillement. Donc l'échographie abdominale n'a rien révélé de bizarre, donc du coup j'ai commencé une grossesse très épanouie. Le 17 juin, je fais bien sûr une grosse prise de sang avec tout ce qu'il faut, hein, la glycémie, le diabète, enfin tout, la TSH, c'est-à-dire au niveau de ma thyroïde, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer que je devais surveiller parce que quand on tombe enceinte et qu'on n'a pas de thyroïde ou même qu'on a un problème de thyroïde, après ça dépend quel problème, c'est vrai qu'il faut augmenter le traitement de 30% pour que le bébé puisse avoir tous les apports nécessaires au niveau des hormones, etc. Donc j'ai augmenté mon traitement de 30%. Le 18 juin, je fais une échographie, deuxième échographie pour vérifier que l'évolution se passe bien, tout est normal. Il y a un cœur qui bat très très bien, une bonne évolution, donc vraiment aucun souci. Entre le 22 juillet et le 18 août 2020, il fallait faire la prise de sang pour la trisomie. Donc je l'ai faite plus tard. C'était entre le 22 juillet et le 18 août, donc j'avais quand même un laps de temps. Mais il ne fallait pas trop la faire trop tardivement parce que bon, c'est toujours bien de savoir plutôt le résultat. Le 9 juillet, je fais une petite écho. Mon gynécologue, j'ai la chance, il adore. Il rassure beaucoup, il aime bien faire les petites échos entre deux, etc. Donc j'ai pas mal d'échos pendant mes grossesses, hein, ce qui est quand même tout de même rassurant. Donc une échographie, toujours une bonne évolution, le cœur bat bien, RAS, et il a un petit penchant pour une fille. Sachant que j'ai déjà 3 filles. Bon après, sincèrement, c'est pas grave. Du moment que le bébé est en bonne santé, moi c'est tout ce qui compte. Même si on avait un espoir à chaque fois pour un garçon. Mais sincèrement, peu importe, j'étais quand même très heureuse déjà que tout se passe bien. Le 20 juillet, j'ai mes dates de maternité, de congé maternité par la CPM, après une demande pour pouvoir prévenir mon patron pour qu'il prenne ses dispositions. Donc c'était après 3 mois de grossesse, donc j'ai pu déclarer aussi à la CAF, il me semble. Le 24 juillet, je fais enfin ma prise de sang de trisomie 21. Donc voilà, le 12 août, j'ai un appel assez inquiétant parce qu'il faut un moment quand même pour avoir les résultats au niveau de la trisomie. Donc ça c'est pareil, c'est toujours compliqué parce que malgré tout, c'est quand même après les 3 mois. Donc s'il faut arrêter par rapport à un problème, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu un appel inquiétant de la secrétaire qui m'a indiqué que les résultats n'étaient pas très bons et qu'il fallait absolument que je vienne voir le médecin. Sauf que mon gynécologue était en congé, donc j'avais un remplaçant. Ce qui n'était pas très rassurant pour moi parce que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui est un peu vieux jeu, qui aime bien que ce soit chez le coiffeur, chez le médecin, etc. Avoir toujours les mêmes personnes qui me suivent. Encore plus au niveau médical puisque j'aime bien être rassurée. J'aime pas répéter mes histoires 50 fois. Et là, comme il me connaît bien après une 4e grossesse quand même, j'étais pas très rassurée d'avoir un remplaçant, surtout qu'apparemment c'était inquiétant. Donc j'étais dans tous mes états, bien évidemment. Je me suis mise à pleurer, etc. Le lendemain, le 13 août, je rencontre donc le docteur remplaçant qui m'a amené les choses un petit peu gentiment, me disant que voilà, c'était une chance sur 331, sachant que mes autres enfants, c'était une chance sur 2000, plus de 2000, 3000 et quelques 3000 cas, donc bon, là c'était un petit peu plus resserré au niveau de l'étau, donc c'est vrai que c'était un petit peu inquiétant, en tout cas il ne me rassurait pas vraiment, donc il fallait faire une DPNI, c'est un dépistage un peu plus approfondi, par prise de sang également, mais une prise de sang un peu particulière. Donc je l'ai faite dans les jours suivants. Mais bon, entre deux, il m'a expliqué tout le protocole, les démarches à faire, etc. Que si le résultat n'était toujours pas rassurant, il faudrait faire une amniosynthèse. Ce que je ne voulais pas du tout, puisqu'il y a quand même 1% de risque. Donc voilà, il me semble, une aiguille qui passe dans votre ventre
pour aller chercher le liquide amniotique, etc. et faire des recherches plus approfondies. Et il y a toujours un petit risque, donc je ne voulais absolument pas passer par la myosynthèse. Mais bon, j'allais faire déjà le DPNI et donc je l'ai fait les jours suivants. Pendant ce rendez-vous avec le remplaçant, donc il m'a expliqué la démarche, il m'a fait signer des papiers, etc., les risques, machin. Et avant de partir, il m'a quand même fait une petite écho pour voir si tout se passait bien, tout continuait à bien se passer. Mais vraiment, ça a duré 3 secondes. Dès qu'il a mis le gel et puis l'appareil sur le ventre, j'ai entendu son petit cœur, tout se passait très bien. Moi, j'étais satisfaite. Et étant donné que j'ai une amie qui avait accouché d'un bébé trisomique, en fin de compte, ça m'a inquiétée, bien sûr, puisqu'en tant que maman, on est toujours inquiète de devoir, surtout qu'en tant que quatrième enfant, je pense que ça aurait été très lourd au niveau de la prise en charge, etc. Fatigant, certainement, pour tout le monde, mais des bébés tellement attachants. Voilà, je pense que, sincèrement, j'aurais totalement assumé. D'ailleurs, je l'ai appelée, cette amie. Je l'ai appelée et j'ai beaucoup discuté avec elle. Et ma décision était prise, même s'il y avait un risque de trisomie, je l'aurais gardé, ce bébé. J'étais incapable en tant que maman très maternelle, etc., j'étais incapable de me séparer d'un bébé. Quoi qu'il ait comme problème. Après, si c'était un problème plus mental, physique lourd, handicapé lourd, etc., non, j'aurais certainement pas assumé. Mais une trisomie, même si ça reste un sujet inquiétant, j'aurais pas pu faire partir mon bébé. Donc, de toute façon, ma décision était prise. Donc, j'étais plutôt rassurée de ce côté-là. Même si la secrétaire n'a vraiment pas pris de gants pour m'expliquer le problème au téléphone en plus, donc ça m'a beaucoup inquiétée. Enfin, le docteur remplaçant m'a donc rassurée au niveau de l'échographie, tout se passait très très bien. Donc je prends rendez-vous avec mon docteur, je fais donc le DPNI, le dépistage par prise de sang. J'ai dû me rendre au laboratoire parce que j'avais une infirmière libérale, étant donné que je continue à travailler, j'ai 3 enfants, donc très difficile pour moi le matin d'aller au labo à Agen. Donc je faisais venir une infirmière qui a voulu me faire la prise de sang. Et DPNI, elle n'était pas trop sûre, elle n'en faisait pas souvent, donc elle a rappelé le labo. Et effectivement, je devais le faire au labo. Elle est venue un vendredi, je me souviens. Et le samedi, je ne pouvais pas y aller parce que le DPNI ne se fait pas un samedi au labo, donc j'ai dû y aller le lundi matin. Enfin bref, je fais le test au labo, j'attends les résultats qui sont très très longs, du coup attendre très très longue. Je prends rendez-vous avec le docteur, mon gynéco en fait, le 20 août. Le 20 août qui me rassure sur les résultats qui sont pas mauvais. Pas de problème de ce côté-là, donc très rassurant pour moi, avec la clarté nucale en plus qui était correcte. Alors évidemment, dès que j'ai eu la clarté nucale sur l'écho, tout de suite je suis allée faire quoi? Je suis allée comparer avec mes autres échographies au même terme, avec mes 3 autres bébés, et c'était approximativement un petit peu plus petit, mais pas énorme. Donc je me dis, bon, je me suis quand même rassurée de ce côté-là. Alors, chose à pas faire parce que chaque grossesse est différente, etc. Mais malgré tout, j'ai voulu me rassurer, ça m'a rassurée. Donc voilà, le 20 août, le jeudi 20 août, je vais voir mon gynéco à 10h. Et on discute énormément des résultats, on discute de la manière de la secrétaire qui m'a annoncé la nouvelle très inquiétante en disant il y a un problème, il faut venir tout de suite. Il m'a dit qu'effectivement il allait refaire le point parce qu'il, comme il me dit, il annonce pas une prise de sang qui est pas très très bonne mais qui est pas grave non plus. Il annonce vraiment un problème de trisomie et que du coup ça peut être quand même très choquant pour la maman. Donc normalement il a repris les secrétaires en main en leur expliquant qu'il fallait avoir une manière plus délicate d'annoncer les choses et moins inquiétante, voilà, plus rassurante. Donc, du coup, on en a beaucoup parlé et je leur ai dit, mais pourquoi inquiéter comme ça les mamans? Pourquoi Alors, il m'a expliqué simplement que j'avais donc 35 ans et que c'était plus pour les statistiques, qu'ils voulaient faire des recherches, etc. Et je l'ai vraiment très mal pris parce que j'ai inquiété juste pour faire des statistiques. Franchement, c'est pas correct du tout, quoi. Alors, il était tout à fait d'accord avec moi et ça m'a beaucoup perturbée. Bref, donc on discute, voilà, il me demande d'aller sur la table pour faire un contrôle au niveau du col. Tout allait bien, il m'a pris ma tension, tout allait bien. Il discute un petit peu en me disant alors, on avait une tendance ou pas au niveau du sexe, qu'est-ce que vous voudriez? Ben, on aimerait bien un petit garçon, mais la dernière fois vous aviez dit que ce serait peut-être une petite fille. Du coup, voilà, il dit on va regarder ça vite fait. Donc du coup, il a mis l'appareil sur mon ventre. Alors en fait, j'étais allongée comme ça et l'écran était ici. Alors quand on est en salle d'écho pour des vrais échos de trimestre, etc., l'écran est en face. Et là, l'écran était juste là. Donc lui, il s'est mis à côté de moi et je le regardais comme ça. Donc je le laisse faire. Donc il met le gel, il met l'appareil sur mon ventre. Et là, il cherche. Ça a duré, donc c'est des minutes qui sont très très longues, trop longues pour moi. En tout cas, et là,
je le regarde, je me souviens très bien, je le regarde, je vois ses yeux comme ça, concentrés sur l'écran, il regarde, déjà j'entends pas le cœur, donc je dis ben c'est bizarre, d'habitude le cœur, on l'entend tout de suite. Et là il cherche, il regarde, pendant beaucoup, enfin des secondes qui me paraissent des heures en fin de compte. Et là il me dit bon, madame, j'ai pas nécessairement une bonne nouvelle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris tout de suite. Je me suis mise à me raidir, à trembler de partout, à vouloir hurler. Mais je pensais aux mamans qui étaient en salle d'attente. Alors vous voyez, encore une fois, je pense aux autres avant moi. J'ai voulu hurler, j'ai compris tout. Il n'y a pas eu besoin de me dire plus, en fait, j'ai compris tout de suite. Et sincèrement, c'est... Voilà. Il n'y a plus il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de battement de cœur, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus d'activité cardiaque. Et là, je le regarde et mais comment c'est possible? Mais il y a une semaine, j'étais chez votre remplaçant, ça allait, le cœur battait bien, il n'y avait pas de problème. Alors tout de suite, j'ai fait quoi dans ma tête? J'ai pensé choc émotionnel par rapport à l'annonce de la secrétaire qui a été très violente au téléphone quand même. Euh, mais je me dis non, parce qu'au rendez-vous du remplaçant, le cœur battait très bien, mais peut-être que ça m'a perturbée, peut-être qu'il y a eu un autre souci après et que du coup, je sais pas ce qui peut se passer, un arrêt cardiaque du bébé, je sais pas, enfin par rapport à un choc émotionnel de la maman, est-ce qu'ils ressentent tout, est-ce que beaucoup de questions viennent en tête, et là direct j'ai vu rouge dans ma tête, plainte contre la secrétaire, enfin voilà, vraiment j'étais partie dans un délire, je crois que là tout nous vient en tête, toutes les causes possibles inimaginables. On cherche absolument une raison à l'arrêt de cette activité. J'étais complètement perdue. En plus, j'étais toute seule. Donc je pleurais, je tremblais, je me rhabillais. Et je dis, ben, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je posais 1000 questions au docteur. En fait, il dit, attendez, ça va aller. On va vous accompagner dans une chambre. Alors, il m'a demandé si je préférais être à l'étage, tout ce qui est opération chirurgicale, ou si je voulais être dans le secteur maternité. Donc moi, j'ai pas réfléchi, j'ai dit secteur maternité tout de suite. Il m'a expliqué que maintenant, malheureusement, c'était pas par médicament parce que malheureusement, c'était trop tard. J'étais à plus de 4 mois de grossesse. Donc, c'était voix basse. Alors, il me dit, vous dites bien que ce sera pas une césarienne, ce sera pas, voilà, c'est vraiment par voix basse. Donc là, j'ai trouvé ça juste horrible. Il m'a accompagnée en fait dans le couloir pour aller voir, pour aller me trouver une chambre, enfin voir des sages-femmes. Et moi, en fait, quand j'allais dans mes autres après l'accouchement, j'allais même pendant les préparations à l'accouchement, etc. J'allais dans une salle, dans un couloir un peu vide, avec une salle de préparation à l'accouchement, avec des cours de préparation, avec de relaxation. Et après aussi, j'ai fait ma rééducation périnéale de ce côté-là, donc je savais que c'était vide, qu'il n'y avait personne. Donc je me suis tout de suite enfuie dans ce couloir pour pleurer un gros coup, pour appeler mon mari. En fait, je lui ai envoyé un texto en lui disant gare-toi et appelle-moi. Sauf qu'il s'est pas garé, il m'a appelé tout de suite et il a très bien senti qu'il y avait problème. Il me dit bah, qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit on a perdu le bébé, j'ai crié, j'ai pleuré. Enfin, il y avait un monsieur qui était là parce que devant il y avait une petite salle d'attente avec devant la porte où on accède aux salles d'accouchement. Et moi j'étais dans un couloir juste à côté, donc il m'a vu un peu en panique, pleurer, me diriger vers ce couloir. Et il était un peu, enfin il me regardait bizarrement et donc je me suis enfermée dans ce couloir et j'ai appelé mon mari. Le gynéco bien sûr est arrivé, il voulait me rejoindre et il m'a entendu crier au téléphone, donc il m'a rejoint, il a pris le téléphone, il a parlé à mon mari. Mon mari qui était dans la région parisienne, dans les bouchons, etc., il est conducteur routier, donc il n'a pas pu me rejoindre tout de suite. Ça a été très compliqué, je me suis sentie seule, perdue, complètement paniquée, et surtout dans le déni encore, enfin je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pour moi, c'était le ciel qui s'écroulait sur ma tête. Et donc le gynéco m'a conduit dans une chambre pour me retrouver dans cette pièce. Je suis allée dans une chambre tout au fond du couloir et j'entendais les pleurs de bébé. C'était un peu compliqué, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je me suis allongée sur le lit et là on m'a envoyé tout de suite une psychologue, donc bonne prise en charge franchement au niveau du personnel. Donc je suis restée complètement fermée. Je ne voulais pas parler à ce moment-là, j'étais complètement fermée sur moi-même, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai dit à la dame, je suis désolée, je ne veux pas vous parler, je ne sais pas, je sais pas quoi vous dire, c'est juste horrible, pour l'instant je ne comprends pas ce qui se passe, donc voilà.
J'ai appelé mes amis, j'ai appelé un peu tout le monde, ma cousine qui est sage-femme, j'ai beaucoup parlé avec elle. J'ai appelé, je crois que c'est mon mari qui a appelé ma soeur, enfin qui a appelé mes parents. Ma maman qui était avec mes 3 filles donc en vacances, donc, entre guillemets ça tombait bien puisque bon je vais pas elle à gérer, à penser, donc je pensais qu'à moi et j'essayais déjà de gérer mon problème et ma souffrance. Donc ça tombait plutôt bien que mes filles soient avec mes parents à ce moment-là en vacances au bord de la mer. Donc voilà, donc ma maman qui m'a appelée, je me suis bien sûr effondrée. Elle m'a dit qu'elle allait leur expliquer très simplement à mes filles avec des mots parce qu'il faut savoir que mes filles me faisaient un bisou sur le ventre tous les jours. Donc c'était des moments qu'on partageait vraiment ensemble, c'était très compliqué. Mon mari a appelé mon autre sœur qui a pris la route, donc sachant qu'elle avait presque 1 heure de route, donc elle m'a rejoint au plus vite. Il était sachant qu'il était 10 h du matin, donc voilà, ça s'est un peu déroulé, tout s'est enchaîné très vite. Donc après j'ai une sage-femme qui est venue, qui m'a raconté aussi que ça lui était arrivé, donc ça m'a un peu rassurée en fait, c'est un peu bizarre, mais voilà. J'ai beaucoup discuté avec elle, elle a pris ma tension, elle a refait une prise de sang pour faire des recherches plus approfondies en fait, pour voir d'où pouvait venir le problème. Simplement au niveau du bébé, pourquoi chercher des explications, des premières explications en tout cas. Donc analyse d'urine, etc. Ma soeur est arrivée, je l'ai prise dans mes bras, je me suis effondrée, voilà, le gynécologue est venu me voir, la sage-femme, enfin j'ai eu beaucoup de monde en fait, j'ai été très soutenue, très bien prise en charge en tout cas. Là-dessus franchement, même si on ne souhaite pas que ça arrive bien évidemment, j'ai quand même une très bonne prise en charge. J'étais jamais seule en tout cas. Donc voilà. Ma soeur est arrivée, donc voilà, le gynécologue, la sage-femme, on a beaucoup discuté tous les 4 ou tous les 3, je ne sais plus trop. Donc je me suis reposée un petit peu. J'étais un peu fermée en fait, pas envie de parler, pas envie de. Je cherchais ça, j'ai dit à mon gynéco, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu manger, qu'est-ce que, bien sûr, on se pose toutes les mêmes questions, on culpabilise, mais le cœur battait très bien encore la semaine dernière. Selon lui, elle était partie déjà depuis quelques jours, donc parce que en fait le bébé était parti depuis quelques jours puisque l'évolution au niveau de la date et de l'évolution de la taille, etc., ça s'était arrêté, donc certainement peu après mon rendez-vous avec le docteur remplaçant. Sachant que j'ai vu mon gynéco une semaine après et que du coup ça a dû s'arrêter juste après le rendez-vous du remplaçant en fait. Donc voilà, donc beaucoup de questionnements, beaucoup de douleurs, mais une douleur qui nous arrache les tripes. Donc voilà, je suis restée un petit peu le temps d'avoir des résultats, etc. avec ma soeur qui m'a soutenue, qui était présente. Beaucoup d'appels d'amis, de soutien énorme, c'est très important parce que je me suis sentie vraiment ben, très soutenue, très accompagnée dans ce moment très compliqué et très irréaliste surtout. Donc voilà, ensuite donc on est sorti vers 16 h et comme depuis le matin j'avais rien mangé, depuis 8 h du matin rien mangé, donc j'avais très faim. Du coup on est allé à McDo, voilà, on s'est pris un petit repas et alors d'un côté j'avais pas envie de manger, j'avais pas faim, mais d'un autre côté j'avais besoin de manger, donc j'ai mangé. Et voilà, on a discuté pas mal, on a essayé de rigoler, on a essayé je sais pas, j'étais peut-être dans le déni ou j'en sais rien, mais j'essayais de passer à autre chose en fait, c'était très bizarre. J'avais mon mari au téléphone régulièrement, enfin voilà, j'essayais de savoir à quelle heure il rentrait pour pouvoir enfin le serrer dans mes bras et exprimer toute ma douleur. Donc on est sorti de là, donc on était vers 16 h, on est rentré vers 18 h quand mon mari est rentré. Je suis descendue de la voiture, j'ai couru vers lui, je l'ai pris dans mes bras, j'ai pleuré, mais énormément pleuré. Ma soeur est restée dans la voiture, elle s'est mise à l'écart, elle nous a laissé notre moment à deux. Et en fait, il est descendu de son camion, donc je l'ai pris dans mes bras et en fait, la musique c'était Imagine All the People de. Voilà, donc ça a été en plus une musique très. Je dis bah super, là on a rigolé entre guillemets parce que j'ai bah la musique super quoi, ça nous remet un coup bien comme il faut. Donc ça m'a un peu marqué aussi. Et sachant que je prends très vite du ventre, donc j'avais déjà un beau ventre de femme enceinte, vraiment. Ce bébé, alors même au boulot quand je l'ai annoncé, on m'a dit c'est un bébé Corona. Oui, oui, c'est un bébé du confinement, oui. Bon, la remarque qui fait un petit peu rigoler parce que bon, c'est pas parce qu'il y a le confinement que je suis tombée enceinte, c'est un acte d'amour dans un premier temps et oui, c'était pendant le confinement donc voilà, mais bon bref, c'était la remarque que j'ai pu avoir. Donc ce bébé était très attendu parce que malgré
le complexe de la crise sanitaire qu'on était en train de vivre, il y avait un petit bonheur qui s'était ajouté à ça et du coup tout le monde attendait ce bébé en fin de compte dans ma famille, etc. C'était vraiment le petit dernier parce que là j'aurais pas pu faire plus, ça c'est sûr. Mais en tout cas c'était mon petit bébé, le petit dernier de la famille et qui était très attendu. Aujourd'hui j'en parle sereinement parce que bah, ça fait 1 an, j'ai fait beaucoup de cheminement, j'ai vu bien sûr une psychologue, etc. Surtout qu'il arrivait beaucoup de choses après, donc je vous expliquerai un petit peu après la suite des événements. Euh, donc voilà, le samedi 22 août, vers 13h, je me suis rendue donc, du côté des sages-femmes en service maternité pour prendre des médicaments. Et je devais me rendre le lundi 24 août à 8h à la clinique pour provoquer l'accouchement. Donc mon mari était là, bien évidemment, il m'a accompagnée. 8h à la clinique, on était dans une salle de pré-accouchement, là où j'ai eu mes trois débuts de travail avec mes 3 bébés, mes trois premières filles. Donc voilà, alors là j'ai une sage-femme qui vient me voir, qui me demande de marquer sur une feuille. En fait, on m'avait déjà demandé auparavant de marquer sur une feuille en fait mes souhaits, si j'avais un prénom, si je voulais voir le bébé, si je voulais une ambiance particulière, une musique, une lumière, enfin voilà, voilà, un petit rituel, une petite, comment expliquer, pas une cérémonie, mais quelque chose de très intime, très particulier que, voilà, je devais tout noter sur une feuille. Donc j'ai noté les souhaits, donc moi je voulais voir le bébé, que mon mari ne voulait pas, que j'avais les prénoms, voilà. Et puis, ben, évidemment, on est venu m'expliquer, on est venu me donner un petit carnet avec le deuil de parents, le deuil parental, qui est très très bien fait d'ailleurs. Donc voilà, j'ai rendu ma feuille et puis ben, tout a été respecté. Donc j'ai pris 2 médicaments et puis ben, j'ai attendu. Donc voilà. On venait me voir assez régulièrement pour me rassurer, pour me dire qu'il fallait que j'exprime mon émotion, qu'il fallait que je fasse sortir mes émotions, où je pleurais. Mon mari essayait de me faire rire, bien évidemment, parce que déjà la situation n'était pas évidente, donc il essayait vraiment de me faire rire, comme toujours. Donc je le remercie parce qu'il a été d'un soutien extra et voilà. Et en fait, la sage-femme, une fois en rentrant dans la pièce, m'a dit mais c'est très bien parce que des fois, on voit des parents qui ne se parlent pas, qui sont très renfermés, qui sont très tristes et du coup qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas. Et là, la rupture commence en fait dans le couple. C'est très compliqué. Ce genre de situation, soit on se soude, il y a une rupture en fait. Je ne sais pas comment expliquer, chacun ressent les choses comme il peut, chacun fait son deuil comme il peut. C'est très particulier, c'est propre à chacun. Et déjà, elle m'a dit, déjà le fait que vous soyez soudés, que vous parliez, c'est vraiment génial parce que c'est ce qu'il faut en fait. C'est déjà une situation qui est très compliquée, donc en fait, il faut vraiment être soudés, simplement. Donc voilà, à 10h, on me demande de me préparer. Donc je suis allée dans une autre salle, la salle d'accouchement, où j'ai eu une sage-femme qui était dédiée à moi vraiment jusqu'à temps que ce soit terminé. Elle était là que pour moi, elle était vraiment détachée de l'équipe pour s'occuper de moi. Elle a été formidable, cette jeune femme. Elle commençait dans le métier, elle a été exceptionnelle, extraordinaire, d'une écoute, d'une gentillesse, d'une douceur, Enfin, ce métier est vraiment fait pour elle. Et elle me faisait penser à ma cousine. Déjà, elle ressemblait physiquement. Ma cousine était jeune diplômée aussi. Et elle me faisait penser à elle. Donc ça m'a vraiment réconfortée. J'ai vraiment adoré être accompagnée de cette manière. Mon mari toujours dans la blague évidemment, donc on a un peu rigolé, on s'est détendu en fait parce que le stress etc c'est déjà très très anxiogène comme situation et de ce fait voilà, même le masque je l'ai vite enlevé, enfin voilà, il n'y avait pas d'obligation de ce côté là, c'était vraiment un très bon accompagnement, une très bonne prise en charge. Voilà, donc j'ai eu de la morphine parce qu'évidemment le bébé ne pouvait plus rien risquer, j'ai pas eu de péridurale bien évidemment, donc j'ai eu de la morphine. J'ai eu 4 heures après 2 autres médicaments parce que rien ne se passait. Donc voilà. Et j'ai commencé à avoir des contractions. Je sais plus quand ça a commencé, sincèrement en début d'après-midi. Donc à 10h j'étais dans la salle d'accouchement. On m'a redonné 2 médicaments et après donc la morphine. J'étais en blouse, on m'a mis ce qu'il fallait. J'ai ressenti des contractions. Au niveau de la douleur, ça allait plutôt. Au niveau des contractions, ça s'est rapproché.
Et à un moment donné, les contractions se sont rapprochées, accélérées, intensifiées. Mais ça allait, c'était pas des contractions de fin de grossesse, bien évidemment. Mais c'était quand même, je pense, des douleurs aussi traumatisantes dans le sens où je savais que j'allais accoucher d'un bébé sans vie et que j'allais connaître peut-être la raison. Enfin voilà, c'était la rencontre avec mon bébé parce que je ne savais pas encore, même si on avait un doute sur le sexe. Mais voilà, donc j'ai appelé l'infirmière en disant que j'avais envie de pousser. Donc elle est venue avec une deuxième sage-femme. Donc j'ai poussé. Alors évidemment, c'est pas aussi intense qu'une grossesse à terme, mais en tout cas, j'ai senti, j'ai poussé et j'ai senti le petit être passer. Alors ça, c'est pareil. Je reviens juste sur un petit détail, c'est que quand j'ai appris le décès de mon bébé, la mort de mon bébé, c'était le 20 août. Et mon gynéco a dit on va donner des médicaments pour expulser l'œuf. Et ça, je l'ai très mal pris parce que c'était pas un œuf. Il y avait des membres, il y avait des mains, des pieds. Le bébé, il y avait un cœur qui battait. C'était un petit être. Et c'était pas un œuf. Donc faites aussi attention. Si, je sais pas, s'il y a des gynécos qui regardent, des termes que vous employez. Parce qu'un œuf, oui, c'est en début de grossesse. Là, j'étais quand même dans le 2e trimestre. Et c'était pas un œuf, c'était un bébé. Un petit bébé, un petit être qui avait tous ses membres, son petit cœur. Donc voilà, voilà. C'était pas le terme approprié pour moi, en tout cas. Donc j'ai senti le bébé passer, j'ai hurlé, comme une délivrance, parce que ça faisait quand même plus d'une semaine que le bébé était mort in utero et que je l'avais en moi et que je savais qu'elle était plus là et que le bébé était plus là, mais que c'était fini en fait. Donc voilà. C'était horrible au niveau du passage, j'ai tout senti. Donc après j'ai senti j'ai attendu plusieurs contractions encore pour le placenta et en fait il ne venait pas. Donc j'ai dit à la sage-femme mais c'est pas normal, c'est dangereux, pourquoi le placenta ne vient pas? Et donc mon gynéco est arrivé, il a appuyé, etc. Et là tout est sorti, donc il était bien, bien complet. La sage-femme est partie de l'autre côté de la pièce pour voir et j'entendais chuchoter. J'entendais le gynéco aussi qui était parti les rejoindre en disant c'est une fille, c'est une fille. Donc j'ai dit, je regarde mon mari, j'ai dit c'était une fille. Donc voilà, et j'entendais les sages-femmes aussi chuchoter encore en disant c'est le cordon. Je comprenais pas parce que le cordon ne peut pas étouffer le bébé pour moi vu qu'il respire pas encore. Enfin, je comprenais pas. Et donc le gynécologue est parti chercher la machine pour faire une échographie, voir si mon utérus était propre. Et les sages-femmes sont venues en me disant est-ce que vous voulez l'avoir dans vos mains? Donc j'ai dit oui. Donc ils m'ont dit oui, c'est bien une fille. Et en fait c'est le cordon. Le cordon simplement au niveau de... c'est lui qui alimente, qui oxygène en fait le bébé. Et du fait qu'il y avait 2 tours de cou, ça a arrêté l'alimentation et c'est pour ça que ça a arrêté la grossesse en fin de compte, l'évolution, etc. Et que c'était terminé, il n'y a plus d'oxygène, etc. Donc il a fallu accepter ça déjà parce que j'étais très en colère. Le cordon est censé maintenir la vie. Et là, il a fait le contraire. Et pour moi, c'était pas normal parce que c'est une injustice, mais énorme. J'étais en colère vraiment parce que la grossesse se passait très bien, le bébé était très bien, tout se passait bien, le petit cœur battait très bien, et ça s'arrête à cause d'un cordon. Je l'ai maudit ce cordon, je lui en veux énormément. Mais d'un autre côté, ma culpabilité s'est envolée puisque c'était pas de ma faute, c'était pas quelque chose que j'avais mangé, que j'avais fait, c'était pas non plus la secrétaire, c'était c'était vraiment quelque chose de pas de bol en fait. Ça arrive une fois c'est très très rare ce phénomène. Malheureusement, ça se voit pas à l'échographie et même si on l'avait vu, plus de 4 mois de grossesse vers le 5e mois, malheureusement on n'aurait pas pu, c'était un énorme prématuré et je pense pas qu'on aurait pu faire quoi que ce soit pour sauver le bébé. Donc malheureusement c'est un coup de pas de bol. Alors je sais pas si c'est vrai, si on m'a dit ça pour me rassurer. Est-ce qu'on aurait pu le voir à l'écho? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas aujourd'hui. Pour moi non, parce que le cordon, c'est vrai que quand on fait les échographies, on ne le voit pas. Et même si on avait vu une détresse au niveau du bébé, on n'aurait pas pu le sauver, entre guillemets, puisque c'était beaucoup trop prématuré, en fait. Donc voilà, donc ils ont, avec un bonnet, ils ont découpé un petit bonnet, une petite robe. Je l'ai eu dans mes mains. Alors avant ça, pendant le travail, j'ai cherché sur internet. Alors des fois, c'est vrai que quand on a une douleur quelque part ou quoi, il ne faut pas aller sur internet parce que forcément on a un cancer de ci, un cancer de ça. Mais là, je voulais simplement me rassurer à quoi allait ressembler mon bébé au niveau de l'accouchement à ce terme. Donc j'ai cherché sur internet
terme, entre 4 et 5 mois de grossesse, j'ai vu des photos de bébé, au moins j'étais prête. J'avais d'avoir peur de voir le bébé, à quoi ça allait ressembler. Voilà, parce qu'on ne s'est pas très très bien formé à ce terme, etc. Mais d'un autre côté, les membres commencent à se former. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et je voulais me rassurer sur ce que j'allais voir en fait. Donc mon mari, c'était non, il ne voulait pas voir. Donc il mettait sa casquette sur son visage. Il est quand même resté à côté de moi. Et j'ai eu le bébé dans mes mains. Donc clairement, c'est une petite poupée. Sa tête arrivait là. Et ses petits pieds arrivaient là. Donc vous voyez, elle n'était pas très grande. C'était une petite poupée, mais déjà tellement bien formée. J'étais par contre choquée par toutes les formes qu'il y avait pu y avoir. Donc juste avant, elles m'ont expliqué qu'elles devaient faire les empreintes parce qu'il faut, comme on voulait déclarer, parce que pour moi c'est un petit être qui vivait, qui était présent, qui avait un petit cœur. C'était pas un œuf qu'on expulsait au tout début de grossesse, une fausse couche en fait. Et donc on a voulu le déclarer dans notre livret de famille. Donc il a fallu faire les empreintes, etc. Et ils m'ont fait une jolie petite carte. Alors je ne vous montrerai pas de photos ni la carte de ces empreintes parce que c'est propre, c'est intime, c'est mon moment à moi, c'est voilà, c'est trop intime, ça m'appartient. C'est des choses qui m'appartiennent, donc je ne le montrerai pas. Mais des petites empreintes déjà qui m'ont perturbée, c'est si petit mais déjà tellement bien formé. On voyait vraiment la forme du pied avec les petits orteils, on voyait la main, donc avec les 5 doigts. Tellement petit, voilà, pas plus grand que ça, mais tellement bien formé, des toutes petites jambes, les yeux, le nez, tout était bien formé. Pour moi, il n'y avait pas de malformation visible, juste le cordon qui a été coupé, mais on a bien vu qu'ici c'était lacéré et que c'était gonflé ici et qu'il y avait certainement eu un hématome qui était descendu au niveau du cou. Donc on a bien vu qu'il y avait eu un problème en fait. Donc j'en ai vraiment voulu à la vie parce que c'est injuste, tout se passait bien et c'est un coup de pas de chance. Tant que ça ne nous arrive pas, on ne peut pas être conscient de la douleur que ça fait. J'arrive même pas à expliquer en fin de compte. Donc ils m'ont préparé une petite carte avec son poids, sa taille, ses empreintes, la date. Donc on était le 24 août 2020. Ça c'est la date de l'accouchement. Et j'ai donc accouché à 16h10. Donc 6 heures d'accouchement. C'est hyper traumatisant pour un accouchement qui aboutira à la mort en fin de compte. C'est très traumatisant, très perturbant, très choquant. Voilà, d'attendre les contractions, d'avoir du travail, d'avoir mal au rein, de tout ressentir, de sentir le bébé passer. Tout ça, c'est très perturbant. Et mon mari, en voyant ma réaction, pas de hurlement, pas de choc au niveau visuel, il pleurait, mais il m'a dit, je veux pas avoir de regrets, donc je veux bien l'avoir. Donc du coup, il l'a vu. Donc on lui a donné le prénom de Faustine, c'était son petit prénom. Et puis, on avait le droit à nos 2 heures avec elle. Sauf que comme le corps se dégradait très vite, c'était 2 heures maximum, quoi. On n'avait pas plus de temps, même limite un peu moins, ça aurait été bien. Alors ce qui m'a choquée aussi, c'est qu'elle était toute noire. Parce que je pense que c'est le manque d'oxygène, etc., qui a fait que la noircit un petit peu, je ne sais pas. Mais pour moi, elle était magnifique. Elle était bien formée, elle avait tout ce qu'il fallait, où il fallait. C'était un peu transparent encore, c'était vraiment très bizarre. Et on a profité d'elle pendant 1 heure. Alors ça va paraître glauque, mais je me suis beaucoup renseignée sur internet, je suis rentrée dans des groupes privés Facebook de deuil, de mort in utero, etc. Ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des photographes qui faisaient des photos exclusivement pour les bébés, alors à plus court ou plus long terme, mais en tout cas qui faisaient des photos avec des bébés morts, avec les parents, parce que c'est vrai qu'après c'est le seul souvenir qui nous reste en fait. Le seul souvenir, et au début je trouvais ça un petit peu glauque, mais après en y réfléchissant je me suis dit oui. Alors j'ai pas pris de photographe, mais j'ai fait beaucoup de photos. Des photos avec elle, des photos d'elle, toute seule. Et mon mari aussi, je pense qu'il a été soulagé de la voir et il n'a pas regretté. Il aurait eu des regrets s'il n'avait pas vu. Donc voilà. Il s'est décidé le jour même en fait. Et ça a été un moment très important. Il est resté 1 heure avec nous. Et comme d'un côté ma mère rentrait de vacances avec les filles, elle était arrivée chez nous avec les filles, mon mari a fait 1 heure donc avec moi. Il est parti prendre le relais parce que ma maman voulait absolument venir auprès de moi déjà, parce qu'en tant que maman, elle a 3 filles aussi. La douleur pour elle était énorme aussi. Elle a voulu passer du temps avec moi et voir aussi sa petite fille. Voilà, elle s'était préparée aussi. Donc malgré le corona, malgré les restrictions, elle a eu le droit de venir. Donc elle est venue.
Et en fait, j'ai eu une réaction très bizarre. Je comprenais son envie, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup pleuré, je me suis lâchée. J'ai dit pourquoi. C'est tellement douloureux. En tant que maman, elle comprenait, donc voilà. Alors, elle pleurait aussi énormément. Mais d'un autre côté, j'étais... Alors, je me suis excusée par texto quelques jours après parce que j'étais un peu froide, même très froide. En fait, le truc, c'est que j'avais pas envie qu'elle soit là. Je comprenais son envie, j'étais tout à fait respectueuse de ça, mais je voulais que ce soit mon mari. C'était un moment tellement douloureux, un moment à nous, en fait, que je voulais partager avec personne d'autre. Donc j'ai été très froide. Elle me parlait, je restais complètement fermée, je ne lui répondais pas, j'avais pas envie de parler. C'est horrible de dire ça, mais j'avais pas envie qu'elle soit là à ce moment-là. Même si, encore une fois, je comprenais en tant que grand-mère, en tant que maman, je comprenais son envie de voir sa petite fille, de comprendre, de me soutenir dans ma douleur. Je lui ai même dit, si j'avais pas mes 3 filles, franchement, je me foutrais en l'air. Ça fait tellement mal comme douleur, mais voilà, c'est sur le coup. Sur le coup. Après, j'ai dit aux sages-femmes, j'ai envie d'hurler, mais vous savez pas comment j'ai envie d'hurler. Elles m'ont dit, mais laissez sortir votre hurlement. Mais d'un autre côté, j'ai dit, ouais, les mamans qui sont là en train d'accoucher, j'ai pas envie de les faire flipper, quoi. Franchement, toujours dans la retenue, dans l'éducation aussi. Je pense que c'est une éducation. Après, chacun, si j'avais pu hurler, franchement, je l'aurais fait parce que c'était là et ça avait vraiment envie de sortir, mais je n'y arrivais pas. J'étais pas bien du tout, j'étais effondrée vraiment. Et donc j'ai appelé mon mari devant ma maman et je lui ai dit s'il te plaît reviens, j'ai besoin de toi, je veux que ce soit toi, je veux pas que ce soit ma maman, je veux que ce soit toi. Ma mère elle était juste à côté, elle entendait ça, j'ai vraiment pas été très délicate, mais à ce moment-là j'avoue j'ai pensé qu'à moi. Elle a très bien compris, donc elle est restée quand même une petite heure avec moi et après elle est rentrée et donc on a été dans ma chambre. On m'a donné une chambre encore en service maternité, j'ai voulu aller en service maternité, donc une chambre tout au bout isolée. Je suis allée en fauteuil roulant parce que j'étais très très faible. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais mon gynéco a bien vérifié l'utérus qui était propre. Donc voilà, alors il m'a dit aussi, est-ce que vous voulez qu'on envoie faire une autopsie, voir ce qui s'est passé. Sincèrement, ça servira à pas grand-chose parce qu'on a une explication là à l'accouchement. Donc voilà, et je voulais pas qu'elle aille n'importe où. Je savais qu'elle allait... Il y a des mamans, je sais, qui ont accouché au même terme que moi, que je connais, qui n'ont pas voulu avoir de nouvelles du bébé, enfin du petit être, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, c'est très, très délicat. Qui ont voulu le laisser là, qui ont voulu passer à autre chose, donc je respecte totalement. Moi, c'était pas mon cas du tout. Déjà, le livret de famille, ça c'était sûr, elle avait sa place, c'était mon 4e bébé. Je voulais l'avoir à moi, j'expliquerai un petit peu après. Et puis voilà, je voulais pas qu'elle traîne je ne sais où, c'était mon bébé, je voulais qu'elle soit dans... J'ai dit non, effectivement pas d'autopsie, je pense que ça sert à rien. J'ai quand même pas mal discuté avec mon mari et le gynécologue juste avant de me décider, donc ils l'ont gardé un petit peu à la morgue, en chambre froide, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. Et j'avais 10 jours pour la récupérer. Donc je suis allée dans ma chambre avec ma maman qui m'a aidée à voilà, m'installer un petit peu, qui est rentrée à la maison. Mon mari est arrivé prendre le relais. Je me suis un peu excusée auprès de ma maman, mais elle a très bien compris ma douleur, mon envie d'être avec mon mari. Et donc mon mari est resté dormir avec moi, ma maman est restée à la maison avec les filles pour dormir, etc. Et puis voilà, donc j'ai vu une gynéco qui est quand même passée plusieurs fois, les sages-femmes, l'attention, les prises de sang, etc. Un repas parce que j'avais pas mangé depuis plusieurs heures. Donc voilà, et puis voilà, beaucoup de pleurs. Je tenais la main de mon mari, beaucoup de pleurs, beaucoup de regrets, beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse, je dirais. Donc on a surveillé ma tension, mais toute la nuit on m'a laissé tranquille. J'ai pas eu de visite la nuit. J'entendais juste les bébés pleurer et ça m'arrachait le cœur. C'est voilà, c'est un sujet tabou. J'ai pas beaucoup de vues de vidéos sur ce sujet. Et si je peux vous en parler aussi sereinement aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une bonne prise en charge, j'ai eu un bon soutien. Je fais mon deuil parce que je ne peux pas l'oublier. Je peux pas oublier la douleur, je peux pas oublier ce que j'ai vécu, ce qui était très traumatisant. Et j'ai gardé une petite boîte avec moi, avec la blouse que j'ai portée. Ça paraîtra peut-être un peu ridicule, hein, mais les petits mots que j'ai pu avoir. La première tétine que j'avais achetée, le premier biberon que j'avais acheté, le test de grossesse que j'ai encore, je crois que j'ai des petits bracelets. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses que j'ai voulu garder. La petite enveloppe avec, oui, donc avec son petit bracelet dedans. Voilà, après chacun fait comme il veut, beaucoup passent à autre chose, tentent de faire un autre enfant. Alors il y a des psychologues qui vous diront d'attendre un peu de faire le deuil, d'être prête
D'autres diront de le faire au plus vite, pas pour oublier, pour remplacer, surtout pas. Moi, je voulais pas remplacer le bébé, mais je voulais vraiment ne pas rester sur un échec en fait. C'est très particulier, mais pas rester sur un échec et avoir mon quatrième bébé. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun fait le deuil comme il peut. C'est un moment très compliqué à gérer. Mais voilà, ça se gère, ça se gère à votre façon. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... Moi, je fais cette vidéo pour vous aider peut-être à comprendre, à faire votre deuil. Alors moi, avec mon mari, on a beaucoup réfléchi. On n'a pas voulu laisser le bébé là. On a été se renseigner au plus vite aux pompes funèbres. Alors, vous allez peut-être dire c'est ridicule, mais je voulais pas faire une cérémonie comme j'aurais fait si le bébé avait vécu 5-6 mois. J'avais été au terme de l'accouchement, que le bébé aurait vécu 5-6 mois et qu'il serait décédé après, la mort du nourrisson par exemple, enfin peu importe. J'aurais vu que la famille l'aurait connu, les amis, etc. J'aurais peut-être fait une petite cérémonie avec du monde, avec voilà, une vraie cérémonie religieuse, ou pas, peu importe. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose de pas trop démesuré en fait. Quelque chose... comment expliquer? On voulait faire une petite cérémonie, mais à la hauteur de la grosse, de l'étape de la grossesse en fin de compte. Donc mon mari et moi, même pas mes enfants, rien. Je voulais vraiment quelque chose de très intime et très, voilà, juste pour nous. C'était notre moment à nous. Mes parents, bien sûr, on voulait être présents parce que pour eux, c'était important de nous soutenir, etc. Donc, ce sont les seuls qui nous ont accompagnés. Et voilà. Donc, du coup, on a été faire le tour on a trouvé les pompes funèbres après de chez nous. Un monsieur très gentil, jeune, qui était très empathique et qui entendait pour la première fois ce qui nous était arrivé, qui avait une demande très particulière. Donc, on voulait vraiment une toute petite boîte pour pouvoir l'incinérer et simplement la garder près de nous pour pouvoir, moi, avoir un endroit où aller me recueillir. Et voilà. Donc, du coup, il nous a montré un petit peu ses modèles. Ça a été un petit peu horrible. Et lui-même avait du mal. Il est papa aussi. Et il commençait à avoir les yeux très mouillés. Il nous écoutait, mais il ne savait pas quoi répondre. Il dit, il s'est excusé je ne sais combien de fois, parce que c'est la première fois pour lui qu'il tombait sur une situation comme la nôtre, qu'il devait choisir des aussi petites boîtes, aussi petites urnes. Ça le perturbait beaucoup. Et je lui ai même dit à un moment donné, si ça vous perturbe trop, ce que je peux comprendre en tant que papa, c'est que je peux aller voir ailleurs, voilà, je peux trouver d'autres personnes, d'autres pompes funèbres pour pouvoir faire ma démarche. En fait, il m'a dit non, 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 il dit je tiens absolument à vous accompagner. Il nous a même fait des petits cadeaux et tout. Enfin, il a vraiment été parfait du début à la fin. Donc, on a choisi une petite boîte blanche. En fin de compte, c'était un petit cercueil blanc et une petite urne blanche. Voilà, le plus simple possible. On voulait pas faire des... Voilà, c'était juste pour avoir, limite, l'avoir près de chez nous. Et voilà, je l'avais... donc j'ai contacté la mairie pour une place au columbarium, qui est un très très bel espace au niveau de notre cimetière à nous en fin de compte. Et donc j'ai réservé donc une place et voilà. Et donc le 24 août, et après, on a donc fait une petite cérémonie au funérarium. On n'était qu'à deux, donc avec mes parents, et mon mari, là, lui qui était très dans la retenue, a explosé. Il a pleuré comme un enfant, il m'a donné les mains, on était tête contre tête, et on s'est lâché, mais pendant une petite demi-heure, on était là à pleurer, et lui, il a sorti tout ce qu'il pouvait, je pense. Une douleur, il disait ça fait tellement mal, mes parents derrière étaient impuissants, mais étaient là pour nous, donc déjà avoir un soutien comme ça, c'était énorme. Donc il y avait le petit cercueil, et puis bon après voilà, ça n'a pas duré trop longtemps, on voulait juste quelque chose à nous. Et mes sœurs ont fait la surprise de venir en fait avec mes neveux et nièces, mais ils sont restés chez moi, en fait ils ont préparé à manger, ils ont été formidables. Ils ont préparé à manger et tout ça, enfin voilà, en plus il faisait beau, j'étais allée chercher des fleurs blanches chez la fleuriste, la petite fleuriste de notre village qui a été très gentille, qui a été adorable, qui nous a offert aussi des roses blanches, qui a été très touchée par notre histoire et qui a été très bienveillante. On a eu vraiment un accompagnement du début à la fin, ça m'a vraiment aidé aussi à me sentir bien et à vivre ça comme une étape de la vie malheureusement. Donc voilà, si ça peut vous aider à réfléchir à votre démarche, à comment faire le deuil. Ça c'est notre envie à nous, mais tout le monde ne fait pas comme nous. On a été très contents de le faire. Donc voilà, alors ça s'est passé le matin.
On a été au funérarium, donc on a vécu ce petit moment à 4, entre guillemets, enfin à 2, mais avec mes parents et moi qui étaient là. Il y avait de la musique, lui, le monsieur qui nous accompagnait des pompes funèbres était là, était très discret et très en retrait, respectueux. Donc après, elle a été incinérée. Nous sommes allés donc à la maison un petit peu, le temps que tout se fasse, sachant que c'est une toute petite boîte, donc ça a été plus ou moins vite quand même. Mes sœurs étaient là, donc avaient préparé à manger, tout ça. Et puis, donc je suis venue chercher les fleurs. Alors dans le cercueil, si vous me demandez, j'ai fait une petite lettre. Il y a eu des dessins de mes filles et j'ai mis un petit doudou qu'on lui avait choisi avec mes filles et une rose blanche. Voilà, tout ce que j'ai mis dans le cercueil. Alors juste avant, j'ai oublié de vous dire, nous nous sommes rendus donc à la clinique. On est passé par derrière, là où il y a les pompes funèbres qui interviennent. Elle était dans une petite pièce et là le monsieur m'a dit, il m'a fait signe de tête non. Je dis pourquoi non? Je dis mais si, je veux voir ma fille. Mais en fait, il voulait pas que je sois choquée parce qu'elle s'était déjà dégradée. Déjà une semaine dans le ventre, plus une semaine à la clinique. Voilà, vous pouvez vous imaginer. Par contre, j'ai dit si, je veux la voir. Il me dit ok, mais il dit je vous préviens, c'est compliqué. Donc nous y sommes allés. Effectivement, j'ai été un peu choquée, mais pas tant que ça. Et bizarrement, elle était plus noire, elle était toute rose. Donc voilà, et effectivement, elle commençait à se dégrader. Donc on n'est pas resté longtemps. Je voulais juste lui dire au revoir, mettre ce que j'avais à mettre dans le cercueil. Il y a un policier qui était là quand même pour fermer. Alors dans ma tête, j'étais un peu pas honteuse, pas gênée, mais bizarre en fait à me dire, mais le policier va se dire, mais ils sont fous de faire ça pour un tout petit être. Enfin, c'est ridicule, mettre un scellé, etc. C'est pas. Et puis d'un autre côté, j'en ai parlé avec mon mari, on était qu'à deux dans la salle avec notre fille et je me suis dit, mais c'est notre moment à nous, ça nous regarde. En fait, il m'a dit, on a le droit, c'est notre bébé, c'est notre moment à nous, c'est notre choix. Et j'ai dit, oui, en fait, t'as raison. Donc on est parti, on a mis tout ce qu'on avait à mettre dans le cercueil, on est parti, le policier a scellé le cercueil. Et donc après, on l'a suivi jusqu'au funérarium, mes parents m'ont rejoint. On a fait la cérémonie, donc je reviens un petit peu en arrière parce que j'avais loupé cette étape. Et puis, donc après incinéré, nous on est rentré à la maison, on a pris le bouquet de fleurs, tout ça. On est allé au cimetière attendre le monsieur des pompes funèbres. Il a ouvert la case, il a mis la petite urne donc, qui était toute petite. J'ai choqué, j'ai vraiment eu un choc en voyant l'urne qui était toute petite. On l'a mise dans la case, dans le columbarium, on a refermé, il a mis une petite plaque. Donc dedans j'avais mis une rose blanche aussi et un énorme bouquet de fleurs blancs avec d'autres bouquets, des collègues, des voisins que j'avais eu aussi entre deux. J'avais un peu mis ça devant la case que j'avais choisie, que l'on avait choisie. Et j'appelle ça une case, mais je ne sais pas trop comment appeler ça. Et j'avais mis ma maman a mis un petit ange, etc. Enfin voilà, c'était notre petit truc à nous et je voulais vraiment cet endroit pour. Alors je voulais pas disperser les cendres, je savais pas trop comment faire. Enfin, et au final j'avais choisi donc de choisir une place au columbarium oui, pour pouvoir me recueillir. Quel est son endroit à elle? Parce que pour moi elle a vécu, elle a eu un petit cœur, elle a ses membres, elle avait tout. J'avais ses empreintes. Enfin voilà, j'ai pas à me justifier, mais je veux vraiment expliquer que le deuil est vraiment propre à chacun et que chacun le ressent et le vit différemment. Mon mari et moi étions d'accord sur la démarche. On l'a fait et aujourd'hui je suis très contente parce que mes filles ont beaucoup souffert aussi. Ça a été très compliqué, elles ne comprenaient pas, surtout la plus petite qui avait 3 ans à l'époque. Et puis aujourd'hui quand elles me demandent d'y aller, je dis oui. Alors elles me demandent, je les accompagne, elles aiment bien. Ma deuxième qui a 7 ans, qui avait 6 ans à l'époque, adore m'accompagner, on y va à pied, il y a un petit peu, au moins ça, on marche un petit peu, on y arrive. On change les fleurs, elle adore arroser, elle adore enlever les fleurs fanées. C'est leur moment à elle aussi de pouvoir dire bonjour à la petite sœur. Souvent elles font un petit bisou, elles font un petit bisou, elles le posent sur la plaque. Et voilà, ça nous fait du bien. Alors moi, des fois, je leur dis, j'y vais, est-ce que vous voulez venir? Non, on n'a pas envie aujourd'hui, c'est tout, je les laisse. Mais au moins, elles, si elles veulent, elles ont besoin, elles peuvent me demander, je les accompagne sans problème. Ça peut être après l'école, ça peut être le week-end, ça peut être n'importe quand elles ont besoin en fait. Et j'ai eu un autre choc, on va dire une semaine après l'accouchement. C'est que, voilà, ma petite fille était donc au cimetière. Et j'ai ma deuxième, donc j'étais dans la maison en train de faire du rangement, etc. Et je monte. J'appelle ma fille et elle me répond pas. Je voyais la fenêtre de sa chambre qui était ouverte, hein, mais bon. Et en descendant les escaliers, j'entends je vais me jeter par la fenêtre. Donc là, je suis montée et elle était assise sur le bord de la fenêtre.
Alors là, j'ai compris, elle qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est très renfermée, j'ai compris sa douleur. Alors je suis tout doucement, je crois que je sais plus comment j'ai réagi, je crois que j'ai paniqué, que j'ai crié, mais je me suis vite reprise parce que j'ai dit non, si tu cries, tu vas lui faire peur et c'est là qu'elle risque de sauter en fait. Donc c'était un autre moment très perturbant pour moi, il faut absolument que je voie la psychologue. Alors j'avais déjà vu la psychologue de la clinique plusieurs fois. Quand j'ai pu parler, parce qu'au début j'ai refusé son aide parce que j'avais pas envie de parler, vu que la première fois c'était le jour de la nouvelle et que j'avais pas envie de parler. Je l'ai vu par la suite et j'ai demandé si c'était possible de la voir avec mes filles parce que là je me suis rendu compte qu'elle souffrait plus que je ne pouvais le penser. Donc je suis arrivée tout doucement, j'ai descendu de la fenêtre et elle a pleuré et j'en ai parlé à mon mari et je dis mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est horrible en fait, elle souffre énormément. Et donc j'ai vu la psychologue et elle m'a dit oui pour voir mes filles une séance parce que bon, la psychologue de la clinique ne peut pas recevoir énormément de fois non plus. C'est une prise en charge à la base pour la maman, mais elle a été très bien en acceptant de voir mes filles en fait. Et après elle m'a dirigée vers une autre psychologue pour faire d'autres séances payantes en fait. Donc voilà. Donc voilà un peu mon histoire. Et puis après, est venu les moments où je me suis écroulée à la maison, peut-être une semaine après, 8 de tension, des vertiges, pas bien du tout, choc émotionnel, bien évidemment, il me semble. Hein. Euh, voilà. Donc oui, on est bien sûr allé déclarer à la mairie. J'ai déclaré à la CPM, à la CAF. Il faut penser à toutes ces choses-là. Après, c'est un peu terrible, mais faut le faire. Faut le faire. C'est une histoire qui s'est terminée. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Et voilà, j'ai beaucoup souffert. Et puis au moment de Noël, ça a été compliqué. Donc j'avais demandé certaines choses, d'avoir sur mon Pandora quelque chose qui me faisait penser à ma fille. Donc j'ai eu un arbre de vie, j'ai eu un cœur, j'ai eu plein de choses. J'ai eu un petit ange. J'avais demandé un petit ange pour mettre, parce qu'en fait au début j'avais fait un petit endroit chez moi sur mon meuble d'entrée avec des bougies, avec un cadre. Alors en fait j'ai acheté un cadre où on pouvait mettre 3 photos et où il y avait des petites rainures où on pouvait insérer des lettres. J'ai acheté un petit kit comme ça et en fait j'ai mis une photo de moi enceinte, donc avec mon gros ventre. J'ai mis une photo de l'échographie et j'ai mis une photo des empreintes avec la petite carte que j'avais eue par les sages-femmes et j'avais écrit Faustine 24 août 2020 Love et j'avais mis tout ça mon petit endroit à moi où je pouvais me recueillir là à l'entrée. Alors au début ma mère a dit tu devrais pas mettre ça là, etc. Mais j'avais besoin, je voulais que tout le monde le voie, c'est une partie de ma vie, les amis, la famille, tout le monde était au courant. Mes filles, voilà, elles savaient, ça les dérangeait pas non plus d'avoir ça là à l'entrée. Et après, en fait, comme j'ai une activité à la maison et que mes clientes rentrent par l'entrée, je me suis dit, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'ai changé il y a peut-être 2-3 mois de place, on est au mois de juillet 2021. Et peut-être au mois de mai, je me suis dit non, c'est pas possible, je commence une activité. Les gens n'ont pas à savoir mon histoire, n'ont pas à voir ça, c'est très intime, c'est très même glauque, entre guillemets. Et du coup, j'ai changé l'endroit, j'ai mis dans ma chambre et au moins elle est près de moi et voilà. Et en fait, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai appris donc la mort par mon gynécologue que je voyais avec ses gros yeux sur l'écran qui essayait de trouver quelque chose mais rien. Quand il m'a appris la nouvelle, donc j'ai été prise en charge par la psychologue dans la chambre, etc. Et le lendemain, j'ai appelé la secrétaire en disant mais moi j'ai pas vu le bébé, j'ai pas vu l'inactivité du bébé. Ça a été très vite et j'ai pas eu le temps et le gynécologue a dit oui parce qu'il me connaît très bien, il sait que je suis inquiète, que j'ai besoin d'être rassurée, etc. Il a dit oui, j'aurais dû y penser à vous emmener dans la salle d'échographie avec l'écran devant et vous montrer le bébé. Donc il m'a dit oui, bien sûr, bien évidemment. Donc le lendemain je suis allée, il m'a montré et en fait ce qui est très bizarre c'est que tout le contour du corps du bébé à l'échographie était blanc, comme s'il n'y avait plus de vie. L'âme s'était envolée. C'était très bizarre. Donc j'ai vu qu'il y avait plus de, il bougeait plus. J'ai vu qu'il n'y avait plus d'activité cardiaque. Il a pris sous tous ses angles. Il a été tellement gentil de me rassurer, d'être à l'écoute de mon besoin et de voir les choses. Parce que moi, quand quelqu'un décède, même quelqu'un de ma famille, j'ai besoin de le voir. Ça m'est déjà arrivé 2 fois de ne pas voir le corps. Et pour moi, ils ne sont pas morts. Les personnes ne sont pas mortes. C'est très compliqué. Hein. Mais pour faire le deuil, j'ai besoin de voir la personne décédée. Et là, pour moi, c'était voilà, c'était la réalité devant moi. Et là, j'ai pu faire mon travail de deuil. Voir qu'il n'y avait plus d'activité cardiaque, qu'il n'y avait plus de vie, qu'il n'y avait plus d'évolution, que tout le corps était entouré, contourné d'une ligne blanche. C'était vraiment très bizarre.
vraiment très bizarre. Et donc ça, n'hésitez pas à le demander à votre gynéco. Si vous avez besoin d'y retourner, besoin de voir les choses, vous avez le droit. C'est votre droit, c'est votre travail de deuil. Donc voilà. Et donc voilà, psychologue, etc. Après, hein, bien sûr, crise d'angoisse qui ont démarré au mois de mars 2021. J'étais en pyjama un dimanche en train de faire mon linge et d'un coup, baisse de tension, palpitations, vertige, nausée, envie de vomir, le couple soufflé, le souffle coupé. Mon médecin m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas eu une musique, quelque chose, enfin, vous voyez par exemple la musique que j'ai entendue quand j'ai retrouvé mon mari, la musique qui était dans son camion à ce moment-là, Imagine All the People. Il n'y a pas eu, il y a rien eu, il n'y a pas eu une phrase, il n'y a pas eu un mot, un geste, une odeur qui m'a fait penser à quoi que ce soit. C'est venu comme ça. Et en fait, j'avais jamais fait de crise d'angoisse avant et c'est hyper flippant. J'ai dit à mon mari, je pleurais, j'arrivais plus à respirer, mon cœur s'accélérait, ma tension basse. J'ai dit à mon mari, je vais mourir, je vais mourir. Je savais plus comment me mettre, comment faire. Il me dit non, je n'appelle pas les pompiers, tu te calmes, tu respires. Et effectivement, j'ai su que c'était une crise d'angoisse. Et c'est très très surprenant. J'en ai fait plusieurs quand même. Et aujourd'hui, je sais les gérer, je pense. J'ai appris à les gérer en tout cas. Mais beaucoup de choses ne vont plus depuis que j'ai perdu ma petite. Je suis très perturbée. J'ai des moments très compliqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fatiguée parce que je suis très active. J'ai mon boulot, j'ai une activité à côté, j'ai mes enfants. J'essaie de faire énormément de choses aujourd'hui pour éviter de penser. C'est un moment qui est traumatisant de vivre un accouchement comme ça, de sentir le passage, de voir la mort, c'est très perturbant, très traumatisant. C'est quelque chose qui sera marqué à vie. Et il faut en parler, il faut parler. Et moi, c'est parce que j'en ai beaucoup parlé à mon entourage que je peux aujourd'hui passer au-dessus, entre guillemets. C'est très compliqué, mais voilà. Donc, c'est une partie de moi, c'est ma petite fille, c'est ma quatrième fille. Alors maintenant, quand mon mari était insistant là-dessus, on a 4 filles. Et je le remercie parce que oui, des fois j'ai honte de dire j'ai 4 enfants, mais non, j'ai pas honte. C'est une petite fille qui a fait partie de moi, parce que depuis j'ai l'impression qu'on m'a arraché un organe tellement c'est une perte horrible. Et il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, c'est notre travail de deuil, c'est notre droit, voilà, c'est propre à chacun. Et voilà, ça ne peut pas s'expliquer en fait. Il y a des personnes qui voudront passer à autre chose, il y a des personnes qui auront besoin d'avoir un petit lieu de recueillement, il y a des personnes qui auront besoin de... Voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Alors, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse il n'y a pas longtemps, qui est très connue, voilà, qui parlait de ses pertes, de sa victoire aujourd'hui d'être enceinte et d'avoir passé le cap du 2e trimestre, etc. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre, on ne peut même pas imaginer pouvoir le vivre un jour. Ça n'arrive pas qu'à soi malheureusement, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, pardon. Mais en tout cas, voilà. Alors, elle crie tous les jours victoire. Alors non pas du tout que je veuille que ça se passe mal ou que je veuille dire attention, il y a un risque, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'imaginer. Et en fait, il n'y a pas de moment de victoire. Et oui, il y a le 1er trimestre à passer, là c'est bon, le bébé s'est installé, s'est accroché, c'est rassurant. Le 2e trimestre, j'ai vécu une tragédie qui est très rare, mais ça peut arriver. Les tragédies peuvent arriver à terme au moment de l'accouchement où le cordon se met autour du cou et du coup manque d'oxygène, enfin voilà, ça peut être très compliqué. Il y a des bébés prématurés qui peuvent s'en remettre par miracle, qui peuvent très bien mourir aussi. À chaque période de la grossesse, de la vie, même après la mort du nourrisson, il y a toujours un risque de toute façon. Il faut toujours, je pense qu'aujourd'hui, si je tombe enceinte à nouveau, je ne le vivrai plus aussi sereinement. Là, j'étais très sereine, très sûre de moi, puisque j'avais vécu 3 grossesses et accouchements avant qui s'étaient bien passés, plus ou moins, même si j'ai eu des soucis, mais voilà, au final, elles vont très bien, elles sont en bonne santé, moi aussi. Mais en tout cas, il y a tout le temps un risque, donc il ne faut jamais s'avouer vaincu. Il faut toujours être à l'écoute de son corps, à l'écoute de chaque problème. Vous avez une douleur, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, faut pas une perte de sang, faut aller voir, faut aller faire vérifier. Moi, je préfère y aller pour rien que d'y aller trop tard ou de ne pas y aller et risquer de perdre mon bébé en fait. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de moment idéal dans la grossesse où on est sûr à 100% qu'il n'y aura pas de problème. Malheureusement, on ne peut pas savoir, mais effectivement, il faut essayer d'être le plus positif possible. Il faut essayer d'être le moins négatif et le moins pessimiste possible. Toujours garder en soi, en mémoire, que tout peut très bien se passer, que
Voilà, c'était un coup de bad bol. Alors, autre petite chose, je suis tombée enceinte le 23 décembre 2020. Alors en fait, veille de mon anniversaire, puisque je suis du 24 décembre. Et donc j'avais accouché le 24 août et le 23 décembre, grosse surprise, enceinte. Donc là, je suis passée par plein d'émotions. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que... Alors pas du tout, je voulais tomber enceinte vite, en fait, très vite après, pour pouvoir, pas passer à autre chose, mais pouvoir, voilà, pouvoir exaucer mon rêve d'avoir mon quatrième, en fait, mon cinquième, puisqu'elle fait partie vraiment de ma vie, elle est dans le livret de famille et j'y tiens, elle a sa place. Je ne voulais pas absolument pas faire de cinquième pour remplacer Faustine, absolument pas. Aujourd'hui, je parle d'elle, oui, comme si elle avait vécu, c'est Faustine, c'est comme ça. Je ne voulais absolument pas qu'on prenne sa place. Et d'ailleurs, je suis allée la voir tout de suite au cimetière pour lui expliquer les choses que j'étais. Vous avez peut-être trouvé ça bête, hein, mais voilà, encore une fois, c'est propre à chacun. Lui expliquer que j'étais enceinte, que j'espère qu'elle ne m'en voulait pas de là-haut, que je ne voulais pas la remplacer, que j'avais juste besoin de maternité et que pour moi, elle ferait toujours partie de ma vie et que je ne l'oublierai jamais. Donc voilà, je lui avais parlé et je pouvais vivre ma grossesse. Alors bien sûr, je me suis réfugiée chez une amie tout de suite. J'ai pleuré beaucoup parce que j'avais peur. Et elle, comme elle avait un appareil, elle me dit je te le prêterai, il n'y a aucun souci. Même s'il ne faut pas le faire trop souvent, mais au moins ça pourra te rassurer. Si des fois tu as envie d'entendre le cœur, hop, tu te rassures et vaut mieux le vivre comme ça. Donc voilà. Et en fait, euh, quand je suis allée faire mon échographie assez rapidement au mois de janvier, un mois après, je me dis que c'était pas normal qu'il n'y ait pas de cœur. Et là, je dis non, c'est pas possible, c'est peut-être trop tôt. Mais pour une fois, le gynécologue à l'échographie de datation a écrit à se revoir dans 10 jours pour voir l'évolution. Enfin, c'est la première fois qu'il écrivait quelque chose sur une écho de datation, donc je trouvais ça très bizarre. Il me dit non, bah, il dit écoutez, c'est peut-être un petit peu tôt, peut-être que l'ovulation a eu lieu plus tard que ce qu'on pensait et que du coup, c'est pas dans les clous. Donc j'ai attendu, donc je l'ai revu 10 jours après. J'étais très angoissée, mais je me dis non, ça va aller, il n'y a pas de raison, ça peut pas se passer une deuxième fois, c'est pas possible. Donc là, je vais dans la salle d'écho, et donc c'est bien sûr par voie basse, hein, l'échographie. Et là, on voit l'embryon, toujours pas d'activité cardiaque, et voilà, pas d'évolution, pas d'activité cardiaque. Donc il m'a dit malheureusement, il dit là, c'est une fausse couche quoi. Donc je me suis écroulée, j'ai dit c'est pas possible. J'étais un peu injurieuse, j'ai dit putain, c'est pas possible. C'est pas possible, pas une deuxième fois, pas moi. Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Et en fait, si, c'est possible. Donc, bien sûr, effondrée encore une fois. Gros coup de massue, donc le 20 janvier, j'avais rendez-vous. Je devais prendre donc les médicaments 48 heures avant, donc voilà, et s'il se passait rien, je devais me rendre pour un curetage. Donc il m'a expliqué qu'on pouvait le faire partir, donc comme j'étais enceinte d'à peine 2 mois, partir en fait par des médicaments. Donc il m'a accompagnée tout de suite dans... Alors c'est le cauchemar qui se répète, même si c'est pas aussi évolué que la première grossesse, mais que la première perte, mais en tout cas toujours un traumatisme encore une fois. Pourquoi moi? Pourquoi une deuxième fois? Donc la sage-femme m'a donné les médicaments en m'expliquant que je devais les prendre. Donc comme encore une fois mes filles n'étaient pas là, elles étaient chez mes parents, j'ai pris les médicaments et je les ai pris le soir même pour que ça se passe en fait le week-end. J'aurais aimé vraiment que ça se passe le soir même, donc je suis restée dans le salon avec mon mari toute la soirée, toute la nuit, à attendre que les cachets fassent effet et que ça s'expulse tout seul. Et en fait, rien. Donc j'y suis retournée 24 heures après, ou 48 heures, je sais plus. J'ai repris 2 cachets, toujours rien. Donc je suis retournée pour le curetage. Et puis là, très angoissée, donc c'est ambulatoire, donc je me suis rendue dans ma chambre, on est venu me chercher, je me suis préparée, on est venu me chercher, j'étais un peu en salle de réveil en fait en attendant mon tour, il y a un très gentil, je sais pas si on dit sage-homme, sage-femme, j'en sais rien, ou soignant, je ne sais pas, qui est venu me voir, qui m'a rassurée, qui m'a dit allez la troisième fois ce sera la bonne. J'ai dit ouais mais bon c'est très compliqué de vivre deux échecs comme ça en 6 mois de temps, c'est horrible. Et le curetage, apparemment, bon, c'est tout. Je me suis réveillée. Alors, quelque chose, pendant mon abdominoplastie, l'opération, je me suis réveillée sans tuyau, donc très bon réveil, etc. Là, je me suis réveillée avec le tuyau dans la gorge.
Et très paniquée, j'ai tout arraché en fait. Donc la soignante est venue me voir, attendez, bougez pas. Donc elle me l'a enlevé et tout ça. Mais j'ai eu du mal à respirer. C'était vraiment un moment horrible pour moi. J'étais vraiment pas bien du tout. Des vertiges sans mes lunettes, en plus je ne vois absolument rien. Des vertiges, pas bien du tout. Mal à la gorge, du coup j'avais tout arraché, du mal à respirer. Enfin très compliqué. J'avais appris que j'avais fait une hémorragie. Donc c'est pour ça que j'étais très fatiguée. Je suis allée en salle de réveil. Et après, je suis montée dans ma chambre pour me reposer. Et, euh, et voilà, très compliqué. À partir de ce jour-là, j'ai eu des détresses respiratoires. Alors au début, je pensais le Covid, je pensais plein de choses, hein, évidemment. Voilà. Et on m'avait fait un test PCR aussi avant l'opération. Et puis, enfin voilà. Donc, encore un échec. Très dur. Donc j'ai accouché, j'ai fait mon curetage le 21 janvier 2021. Et donc mes crises d'angoisse ont commencé au mois de mars. Donc est-ce que c'est dû à, à l'accouchement au mois d'août ou est-ce que c'était dû au curetage au mois de janvier, je ne sais pas. Et en tout cas, je pouvais sortir pas le jour même, donc je suis sortie. Et en fait, le lendemain, il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'avais des grosses douleurs dans le bas du ventre. Moi, je croyais que j'étais, voilà, c'était au niveau des selles, entre guillemets, que j'avais des douleurs, etc. Mais je sentais quelque chose de pas normal. Vraiment très mal au niveau du bas-ventre, au niveau des ovaires, etc. Ça a duré plusieurs jours. J'avais des bouffées de chaleur, très compliquées. Et en fait, mon mari me dit, mais c'est pas normal, enfin, va voir, va aux urgences, essaye de... Lui, il avait repris le travail, et en fait, je me suis retrouvée aux urgences, je sais plus si c'était 2 ou 3 jours après le curetage. Je suis allée quasiment, mais à 4 pattes aux urgences. Je suis arrivée à l'accueil des urgences vraiment pas bien du tout. Euh, Elle me posait des questions, elle me saoulait, la secrétaire. J'avais juste envie qu'on me prenne en charge et qu'on me monte au 3e étage, enfin en maternité, pour qu'on m'ausculte. Il y a une jeune fille qui s'est dépêchée de me prendre un fauteuil roulant. J'arrivais plus à marcher, je tremblais, j'avais mal. Et c'était une horreur, c'était de plus en plus. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, le gynéco m'a pris, vous pouvez pas marcher, bah non, donc fauteuil roulant, hop, dans le cabinet. Je suis allée sur la table de contrôle, il a contrôlé, il a fait quelques appuis, donc avec ses doigts, voir d'où ça pouvait venir. Si c'était plus une douleur en arrière, sur le devant ou au niveau des ovaires, enfin, il a pensé à une infection urinaire, donc, mais sans fièvre. Donc je tremblais tellement j'avais mal, j'arrivais même plus à parler, vous savez, j'avais les dents qui claquaient, mais une douleur tellement atroce, j'ai cru que j'allais mourir. On m'a fait donc un prélèvement, il y a eu analyse d'urine, prise de sang, on m'a mis de la morphine tout de suite, j'ai été encore une fois très prise en charge, morphine qui a vraiment calmé ma douleur, et en fait pas d'infection urinaire. On a envoyé un prélèvement voilà, vaginal en labo pour voir, pour faire des recherches. Euh, et pas d'infection urinaire. Très bizarre, franchement très bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas de résultats particuliers au niveau des analyses de prise de sang, etc. Euh, voilà, aujourd'hui je sais toujours pas, mais j'avais peur comme j'avais du mal à aller à la selle, j'avais peur d'une occlusion, etc. Mais pas du tout, parce qu'ils m'ont dit même si vous y êtes allé un petit peu, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, donc c'est pas une occlusion. Vraiment beaucoup de questionnements. La peur de mourir, encore une fois, je me dis ça y est, j'ai un truc qui bloque, enfin voilà, peu importe. Et en fait, on a vu à l'échographie apparemment qu'il y avait des cailloux qui étaient bloqués. Donc bon voilà, ça devait éventuellement s'évacuer. J'avais toujours pas de perte de sang. J'avais toujours pas d'évacuation de nettoyage de mon corps, entre guillemets. Je savais que je devais avoir des règles, mais j'avais toujours rien. Donc peut-être quelque chose de coincé éventuellement. Donc ils m'ont gardé en observation toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai commencé à avoir des pertes de sang, donc je me suis dit, ouf, enfin, j'étais rassurée parce que ça s'évacuait enfin. Et donc le surlendemain, je devais aller chez mes parents récupérer mes 2 plus petites qui étaient chez eux. Et en fait, sur la route, il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est que j'ai eu des contractions. À la date où je devais normalement accoucher de ma première perte, de Faustine en fait. Donc ma fille me parlait, ma grande était avec moi en voiture, elle me parlait, et en fait j'avais des contractions toutes les 5 minutes, mais très fortes, comme si j'allais accoucher, vraiment. Donc dans ma tête, il s'est passé des choses très bizarres, ça correspondait avec la date de mon accouchement de Faustine. Je me dis, est-ce que mon corps se rappelle que je devais accoucher et j'ai des contractions, ou est-ce que c'est l'évacuation des caillots qui se sont pas évacués après le curetage par rapport à ma fausse couche du mois de janvier? Tout se mélangeait dans ma tête, c'était horrible.
J'avais 3 quarts d'heure de route, je suis arrivée chez mes parents, j'ai même pas dit bonjour, je suis allée aux toilettes. Et là, hyper bizarre, j'ai eu les dernières contractions. Et j'ai eu mais un énorme truc qui s'est évacué de mon corps avec pas mal de cailloux qui se sont... Donc je pense que les douleurs que j'avais, c'était ça, c'était vraiment des cailloux, etc. ou des morceaux de je ne sais pas quoi qui étaient coincés et tout a été expulsé. J'ai pleuré, je me suis effondrée, j'ai dit à ma mère, est-ce que c'est mon corps qui se rappelle que c'était l'accouchement de Faustine normalement là, ces jours-ci, ou est-ce que c'est vraiment suite à mon curetage? J'ai posé la question à ma sage-femme, je lui ai envoyé tout de suite des messages vocaux. Elle m'a dit non, non, c'est vraiment le nettoyage de ton corps par rapport au curetage. Mais j'étais chamboulée parce que dans ma tête, je me dis c'est incroyable parce que c'est tombé au moment où je devais accoucher de Faustine. Et enfin voilà, c'était vraiment une horreur. Et au mois de mars, ont commencé mes crises d'angoisse. Et là, j'essaie vraiment de les gérer comme je peux. Voilà, maintenant que je sais ce que c'est. Et depuis, je suis devenue hypochondriaque. Moi qui ne m'inquiétais pas du tout de chaque douleur dans mon corps avant, qui était vraiment oh, c'est bon, ça passera. Je voulais pas trop aller chez le médecin et tout ça. Aujourd'hui, je suis chez le médecin pour un rien, pour un oui ou pour un non. C'est vraiment très angoissant. J'ai tout le temps peur de mourir. Ça, c'est le truc qui revient tout le temps. Peur de la mort. Mon gynéco, j'en avais parlé, il m'a dit mais allez voir une psychologue. Donc j'ai reconsulté notre psychologue parce que je m'étais arrêtée pensant que j'allais mieux. Et au final, non, j'ai dû continuer parce que j'ai tout le temps peur de la mort, tout le temps peur de perdre mon mari, mes filles, une de mes filles. Je vis dans l'angoisse tout le temps. Et c'est juste insupportable. Donc voilà, morale, faites votre deuil comme vous le sentez, comme vous en avez envie. J'ai eu des réflexions qui m'ont fait beaucoup de mal, c'est oh, ça aurait pu être pire, t'aurais pu, par rapport à Faustine, t'aurais pu très bien perdre ta petite à l'accouchement au terme de ta grossesse, t'aurais très bien pu perdre ta petite à quelques mois de vie à la mort du nourrisson. Non, en fait non. Taisez-vous, limite ne dites rien. Euh, j'ai des amis qui ne savaient pas quoi me dire, ils m'envoyaient juste un cœur pour dire qu'elles pensaient à moi. Enfin, vous voyez, c'est des choses un peu indélicates à dire à une maman qui a perdu un enfant. Il n'y a pas de bon moment pour perdre son enfant, son bébé, pour faire une fausse couche, il n'y a pas de bon moment. Que ce soit au début de grossesse, que ce soit au deuxième trimestre, que ce soit en fin de grossesse, que ce soit à l'accouchement, que ce soit quelques mois de vie, il n'y a pas de bon moment pour perdre un bébé. Donc vivez votre deuil comme vous le sentez, comme vous en avez envie, comme vous en avez besoin. N'écoutez pas les phrases comme ça de votre entourage très indélicats, qui ne réfléchissent pas avant de parler, qui n'ont jamais vécu ça. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont dit ça et qui ne se rendaient pas compte qu'en fait j'avais vraiment accouché et qui pensaient vraiment que c'était un œuf et que j'avais expulsé en début de grossesse. Non, j'ai expulsé un petit corps de 18 cm, voilà, avec des petites empreintes, avec un cœur qui battait. Et là, la personne en particulier à laquelle je pense s'est excusée en disant je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Eh bien si, donc quand on ne sait pas, on se tait, on envoie un petit cœur. Si on ne veut pas envoyer quelque chose et pas blesser la personne, on n'envoie rien, c'est mieux que d'envoyer des phrases un petit peu indélicates. Et voilà, mais en tout cas, la plupart du temps, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Surtout, c'est très important, que ce soit mes collègues, ma famille, mes amis, très présents. Vraiment, c'est très important d'être bien entouré. Et la psychologue, même si moi au début, j'étais pas très pour, ça fait énormément de bien de parler à quelqu'un de neutre qui ne vous juge pas, qui vous écoute, qui essaie de vous faire remonter la pente. C'est très important. Et même pour mes filles, ça a été très important. Et je pense que c'est pas terminé. Je vais encore continuer à aller voir la psychologue avec elle. Parce que je pense que c'est un traumatisme pour tout le monde. Et voilà. Alors je sais pas si j'ai oublié des choses, je sais pas si vous avez des questions. Je pourrais refaire une vidéo avec la réponse à vos questions. Voilà, je pense que c'est un tabou un peu aujourd'hui de parler du deuil, mais il n'y a pas que les bons moments dans une grossesse. Alors quand je vois les stars, les youtubeuses sur Instagram ou quoi qui postent leur grossesse, leur accouchement, leur, leur vie après accouchement, où elles sont comme ça, elles n'ont aucun souci, je pète le feu, je reprends le sport. Enfin voilà, ça me fait un peu rire parce que est-ce que c'est la vraie vie, est-ce que c'est la réalité, je ne sais pas, mais ça fait miroiter beaucoup de choses à des jeunes filles qui n'ont pas encore eu de bébé. Et non, la réalité, elle est là. Il peut y avoir des drames, il peut y avoir des choses compliquées. Hein. On n'est pas toujours sexy après l'accouchement, comme certaines Instagrammeuses le montrent. Ça me perturbe énormément aussi. La réalité, c'est pas forcément ça. Alors oui, il y en a pour qui tout va bien, tant mieux pour elles, hein, qui peuvent reprendre le sport, qui sont comme ça, qui n'ont pas de soucis de... Voilà, qui vivent très très bien, il n'y a pas de problème. Mais le baby blues existe, les drames existent, le deuil existe, il y a plein de choses qui existent et ça il faut rester conscient, il faut rester les pieds sur terre, surtout pour les jeunes filles qui suivent ces Instagrammeuses et ces YouTubeuses et qui n'ont pas conscience du danger d'une grossesse. Ça reste un moment compliqué, la grossesse, un moment dangereux au moment de l'accouchement, la maman, pour le bébé, pour tout le monde. Ça peut être bien sûr des moments magiques comme moi je les ai vécus.
C'est pour ça que je recommence, parce que on oublie la douleur et que c'est tellement beau la maternité, surtout l'allaitement, j'adore ça. Enfin, ça peut être des autres sujets de vidéo, mais sincèrement, vivez chaque moment intensément. La grossesse, pour moi, ça a été épanouissant, mais à 3000%. C'est passé trop vite. Dès qu'on sent le bébé bouger en soi, qu'on voit les petites formes sur le ventre, c'est juste incroyable. Euh, et si je vous en parle aussi sereinement aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait mon chemin aussi et que je sens qu'elle est là, qu'elle veille sur moi, sur ma famille, et que le fait d'avoir mon petit endroit pour moi me recueillir et lui parler, ça me fait énormément de bien. Donc voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, comme je vous expliquais, c'est une chaîne familiale, il y a plein de sujets différents, que ce soit sur mon activité de prothésiste ongulaire, que ce soit sur mon activité de bien-être et produits anti-âge, que ce soit sur la famille, sur les pâtisseries, etc. J'ai plein de choses, envie de partager plein de choses avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces, à m'encourager, à poser des questions. Je pourrais refaire une vidéo en répondant à vos éventuelles questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, que vous compreniez bien que c'est une démarche pour moi d'accompagnement, de soutien aux femmes qui vivent ça, et pas de mise en avant, d'exposition à ma vie privée, etc. Pas du tout. C'est pour moi aussi une thérapie de vous en parler, de me livrer à vous, de vous expliquer tout ce qui s'est passé, de mes ressentis, de mon expérience. Et j'ai oublié de vous dire, c'est que le jour de l'accouchement, en août, Faustine, quand j'ai accouché de Faustine, j'ai ma maman qui m'a dit, tu sais, si ça peut te rassurer, alors ne prenez pas ça pour de la méchanceté, rien du tout vraiment, ou de la malveillance, pas du tout. C'est que il y a d'autres femmes qui ont vécu ça aujourd'hui, pareil que toi. Il y a eu 2 annonces de perte de bébé in utero, et il y a eu un accouchement comme toi où le bébé était sans vie. Donc bizarrement, ça m'a apaisée. Sincèrement, c'est pas méchant, mais ça m'a rassurée de se sentir moins seule dans ce cas-là, de se sentir, il n'y a pas aux autres que ça arrive, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. Et c'est rassurant en fin de compte. Se dire que c'est la vie, qu'il faut l'accepter et qu'il faut malgré tout avancer. Et heureusement que j'ai mes 3 filles, parce que je pense que le couple, c'est comme ça qu'on se rend compte s'il est soudé ou il y a une rupture. Et mon mari et moi, on est tellement plus soudés aujourd'hui, mais c'est incroyable ce que ça a fait sur notre amour. On s'aime tellement intensément aujourd'hui. Déjà avant, mais on se disputait des fois pour des broutilles, on était des semaines sans se parler, c'est notre caractère à tous les deux. Aujourd'hui, notre dispute, elle dure pas plus d'1/4 d'heure et on se reparle tout de suite et on se dit non, il y a plus grave que ça dans la vie. Et voilà, et nous, ça a fait l'effet de soudure. Je sais pas si ça se dit, mais bon. On est tellement soudés aujourd'hui, on ne se dispute plus pour des broutilles, on est très proches, très fusionnels. Ça nous a vraiment soudés, et notre amour s'est intensifié, j'ai envie de dire. Donc, d'un côté, elle nous a vraiment aidés à nous rendre compte que sur Terre, il y a des choses dramatiques, mais il y a aussi de belles choses à vivre. Et on s'est raccroché vraiment à nos 3 filles qui sont en très bonne santé, qui sont magnifiques. Et voilà. Donc, profitez de chaque moment de votre grossesse, de votre bébé qui pousse très très vite. Essayez de vous rendre compte, de vous dire qu'il y a plus grave dans la vie quand vous disputez avec votre conjoint ou quoi que ce soit. Il y a forcément plus grave. Et qu'il ne faut pas passer à côté de bons moments. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à des broutilles. Qu'il faut vraiment passer à autre chose et vivre voilà, la vie est courte, tout peut basculer du jour au lendemain et il faut profiter de chaque moment avec ceux qu'on aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être. Et moi, je vous remercie de m'avoir écouté, ça m'a fait beaucoup de bien de me livrer à cette caméra sans pleurer, parce que j'ai fait un premier essai qui a été désastreux, où je me suis effondrée, et là j'en parle vraiment sereinement, et avec bienveillance, et voilà, respect à toutes ces femmes qui vivent des choses très compliquées. Donc je vous fais plein de gros bisous. Bon courage à celles qui vivent la même chose que moi. Et je suis à l'écoute. Si vous avez besoin de parler, de poser des questions, j'y répondrai dans une autre vidéo, il n'y a aucun problème. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera beaucoup plus fun. Voilà. Plein de bisous et puis à bientôt. Ciao.